Salut à tous, bienvenue dans cette partie 3 de Viens on en parle. Le dossier. Le dossier, c'est Kevin. C'est Arnaud. Et c'est Kylian. Alors, mon petit Kylian, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ? Allô. Bon, j'arrête les imitations parce que je le fais très mal. Mais disons Paix à son âme. Paix à l'âme de Maïté. En fait, ce dossier m'est venu... C'était Maïté. Ouais, t'as vu que je le fais Bah oui, qu'est-ce que tu nous as concocté ? J'y étais pas sur l'imitation. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait, Bourville? Oh bah mon vélo. Je suis le parrain de ton fils. Je suis le parrain de ton fils. Bah, ça commence bien, j'ai pas pu commencer. Je disais qu'en fait, l'idée de ce dossier m'est venue pendant mes vacances, puisque je faisais mes activités vidéoludiques et j'ai platiné le jeu Stellar Blade. Donc dans l'absolu, qui est un bon jeu d'action, aventure-action, et qui a surtout marqué énormément par son héroïne. Donc Eve est un androïde qui vient pour aider à reconquérir potentiellement la Terre. Donc Stellar Blade, c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti en 2024 et Eve avait beaucoup fait parler d'elle sur son chara design qui était, on peut le dire, assez sexualisé. Légèrement. Légèrement. Hein. Tant que ça ? Elle a des formes très généreuses et souvent des tenues assez suggestives. Et quand j'en parle autour de moi, Stellar Blade, tout le monde a retenu l'héroïne en me disant, là la dernière fois, j'en parlais au Puzzle-In, et quelqu'un me disait, ouais, c'est le jeu avec les nichons et les culs. C'est pas que ça. J'ai donc voulu un peu creuser sur la sexualisation des personnages, essentiellement féminins, parce que c'est là où ça pose un peu problème, mais aussi on parlera un peu des messieurs. Avant de commencer à parler un peu de la sexualisation des personnages, je pense qu'il était important de faire un petit disclaimer. On va pas parler de genre. Je vais pas rentrer dans binaire, non-binaire, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un homme. Ouais. On n'est pas là pour parler de ça. Je vais pas parler de théorie des genres. Hein. Pour faire simple, on va prendre une définition un peu biologique. Hein. Pour faire encore plus simple, si ça a des boobs, c'est une femme. Si ça a le service 3 pièces, c'est un monsieur. On parle de la sexualisation, du coup. C'est ça, on parle de la sexualisation. On parle de corps. Et de sa représentation. On parle surtout de corps et pas de ce qu'il y a dans le corps. Voilà, c'est ça. Et après, surtout, c'est des jeux vidéo et des œuvres qui datent un peu, donc on ne se posait pas encore la question. Mais pour imager tout le monde et que tout le monde comprenne bien, Cloud est un homme, Iris est une femme et Red 13 est un chien. Voilà, comme ça. C'est dit. Comme ça, c'est dit. Alors, où est-ce que c'est problématique ? Par exemple, on va prendre Stellar Blade. Je ne sais pas si vous y avez joué, vous ? Non. J'ai fait la démo. T'as fait la démo. J'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Ouais, j'ai bien aimé. Le jeu est pas exceptionnel. Hein. J'en ai parlé Si un jour vous pouvez les réécouter, la Geek Nation de novembre, où on a fait nos armes avant ici, et j'en ai parlé en disant que c'était un très bon jeu. Pas novateur, mais qui avait des vraies qualités. Comme ça, pour vous donner un peu l'idée, sur Metacritic, il a 82 quand je suis allé voir. C'est pas mal. C'est pas mal, Metal Gear Solid Delta n'a que 83. Donc, vous voyez, parce que pour refaire... En plus, je l'ai mis, hein, c'était... Okay. C'est pas voilà. improvisé. Mais les gens, en fait, là où il y a un vrai problème pour moi, c'est que les gens s'arrêtent à l'héroïne. L'héroïne et ils sont pas allés voir le jeu. Donc là, en fait, comme ce qu'ils faisaient avant, suggestive, en fait. Ouais, c'est ça. Comme ce que faisaient avant les gens sur Lara Croft. Exactement, c'est exactement ça. Et moi, je trouve que là, du coup, le chara design de Eve nuit carrément au jeu parce que et il y a aussi le côté polémique du réalisateur du jeu qui faisait exploser une féministe chaque fois qu'il tweetait quelque chose. Non, mais c'est quand même le mec, même si on en reviendra sur ses tweets. Au moins sur celui-là, qui a dit ouais, vous allez avec la caméra, on parlait des 3C, vous allez la voir à 85% de dos, autant que ce soit agréable à regarder. Oui, je suis un peu d'accord. Et pareil, il a dit moi, à la rigueur, je préfère jouer une meuf super belle qu'une grosse moche. Oui, t'es pas obligé de le dire comme ça, mais voilà. Oui. Une meuf athlétique, c'est un peu plus correct dans un jeu d'action. Mais tu veux bien le savoir, je vais le comprendre. Avec des tweets comme ça, tu m'étonnes. Hein. Voilà, oui, c'est pas faux. Tu m'étonnes qu'avec des tweets comme ça, il fasse exploser trois féministes Oui, mais après. On en reparlera un peu plus tard, mais du coup, l'idée c'est que voilà, tout le monde sait. Le jeu n'a pas que ça à proposer. Le jeu n'a pas que ça, le jeu est bien. Alors, il y aura une suite. Stylé. Elle est en développement, mais C'était voilà. prévu dès le début.
Alors, c'était prévu, mais comme d'hab, s'ils n'avaient pas fait les ventes, bien sûr. Mais du coup, il y aura bien la suite de Stellar Blade avec Eve et du coup, on voit premier cas de sexualisation où ça enlève un peu l'œuvre. Ouais. Un peu dans le même genre, je voulais citer un peu comme exemple Princesse Leia. Alors, est-ce que j'ai besoin de refaire un point sur Star Wars ou tout le monde s'en fout ? Je pense que ça va. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde a compris. Donc, Princesse Leia, et je veux parler du retour du Jedi, le 6e épisode, qui est sorti en 83, où justement, elle commence le film en étant esclave sexuelle de Jabba the Hutt. Et voilà. Et vous allez me dire, mais Kylian, quel est le problème ? Je vous imite bien. Hein. Ouais. Quelqu'un peut me le faire là ? Kylian, quel est le problème ? Eh ben, je suis bien content que tu poses la question. Jeune téléspectateur. C'est surtout, en fait, il n'y a pas de problème. En somme, on pourrait dire il n'y a pas de problème, parce que Leia tue Jabba dans la révolte après que Luke arrive. Donc techniquement, oui, il y a vengeance de la mauvaise action. Exactement. Il y a punition de l'action. Ouais. Voilà, il y a punition de l'action, et là-dessus, donc, du coup, dans la vision, il n'y a pas de problème. Où ça pose problème, c'est par la suite. C'est-à-dire que Carrie Fisher, paix à son âme, est décédée en 2016 à 60 ans. En 2000 combien ? 16. Ah bon, putain, c'était il y a si longtemps que ça. C'était il y a si longtemps que ça, ouais. Ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, si vous reprenez, j'ai dit 83 pour la sortie de Star Wars, 2016. Et pendant tout ce temps, tout le monde lui parle de ça. C'est même pas ça, c'est qu'elle disait les gens en convention ne m'amènent à signer que des photos de moi en esclave sexuel. Ah, c'est relou ça. Et elle, ça lui a fait du mal. Dans sa biographie, elle le disait que ça lui a fait du mal. Elle se sentait déjà réduite à être uniquement princesse Leia. Et après, en étant princesse Leia, elle se trouvait encore plus réduite à son imagerie d'esclave sexuelle. Alors que princesse Leia, c'est une meneuse d'hommes, c'est une rebelle révolutionnaire, et tout, c'est une générale. Génie politique. Hein ? Génie politique. Génie politique. Alors, oui. Génie politique. Petite crotte de nez, là. Direct petite balle. Obi-Wan. Je parle de la série Obi-Wan. Elle a 10 ans. Même tout génie politique qu'elle est et stratégique, elle ne peut pas expliquer des plans de guerre à des vétérans comme Obi-Wan Kenobi. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Bref. Fin de la crotte de nez. Fin de la crotte de nez. Donc pour moi, là, c'était aussi un problème de la sexualisation parce que du coup, en fait, ça a effacé le personnage et en vrai, dans l'imagerie, ça nuit à Carrie Fisher, à l'actrice. Donc moi, c'était un premier problème de ce côté-là. Un autre problème aussi, c'est quand la sexualisation devient en fait un élément, on va dire, du personnage. Je pense pour ça à Erza Scarlett de Fairy Tail, où donc on commence avec Erza, je crois qu'elle apparaît dans le tome 2 ou 1, enfin elle apparaît très très vite. Elle apparaît dans l'épisode 4 ou 5, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc ça doit donner tome 1. Ça doit être la fin du tome 1. Erza, quand on la voit apparaître, elle ramène un énorme poisson. C'est une corne. C'est une corne ? Ouais, elle ramène une corne d'une bête encore plus gigantesque. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est charismatique. Elle est en full armure, elle a une jupe longue, elle a des bottes en cuir. Non, courte, mais c'est pas provoquant. Enfin, c'est la jupe de son armure. C'est un peu... Ouais, bon. Ouais. J'en reparlerai après. C'est sa tenue de base. Finale, tu vas voir que c'est long. Et à ce moment, surtout, elle bat Natsu, elle bat Grey, elle est forte. On dit que c'est elle la plus forte. On dit que c'est et tout le monde en a peur. Et tout le monde en a peur. À part les il n'y a que des matchs de rang S qui sont aussi forts. C'est ça. Oui, mais on les connaît pas à ce moment-là. Elle est surnommée Titania, la reine des fées. Ouais. Donc vraiment, c'est le personnage. Elle en jette. Elle en jette de ouf. C'est mon personnage préféré de la série. série. Moi aussi. C'était. Je vais développer. C'était mon personnage préféré de Fairy Tail, du coup. En plus, après, quand on continue, on voit qu'elle a un passé un peu tragique. On développe son passé. Sombre histoire. Comment il s'appelle ? Jelal est son love interest et pas l'inverse. Même quand ils se battent contre Lucius, si Jelal n'est pas là, elle était partie pour lui casser les jambes à Lucius. Pour le tuer, ouais, elle allait le défoncer. Hein. Et puis après, ça a commencé à dériver. Bon, vous allez me dire, toute l'œuvre a commencé à dériver. Ouais. Je vous dirai oui. Mais avant, Lucie, ça a toujours été une cruche à gros seins. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Ça n'a jamais été mon personnage préféré. Pareil, Lucie, ça a toujours été une cruche à gros seins. Mais Elsa, c'était autre chose.
Oui, alors je dis Elsa ou Erza indépendamment, mais la prononciation japonaise fait que R et L. Comme Mary Jane d'ailleurs. Mary Jane, c'était autre chose. C'était la grande sœur. Mirajan, Mirajan, c'était la grande sœur douce, chaleureuse, mais pas forcément sexualisée. Ouais, et après, c'était un peu. Elle était jolie. Elle n'était pas sexualisée. Ouais, mais après, elle est devenue The Girl Next Door, quoi. Ouais, c'est ça. Après, elle est devenue le démon tout en cuir vêtu, tout court et tout. C'est ça au final. Hein. Cuir moustache. Ouais, c'est ça. Quoi. Mais sans le moustache. Ouais, voilà, exactement. Et Elsa a eu le même traitement, puisque petit à petit, toute cette transformation, avant, c'était d'autres armures qui lui permettaient d'avoir des pouvoirs. Après, de plus en plus, c'était des espèces de juste-corps, maillots de bain, qui laissaient de plus en plus de place au fanservice. Mm-hmm. Les épisodes filler de Fairy Tail ne sont que du fanservice. Ouais. Et même, on l'a vu, le design d'Elsa a changé. Donc maintenant, elle a une espèce d'armure décolletée, push-up qui lui font des seins énormes. Elle a une mini-jupe. Maintenant, à partir de quel arc je sais pas du tout à partir de quel arc, mais si tu regardes ces derniers designs. Je crois que c'est à partir de l'arc. Pour moi, c'est Tartaros qui a commencé. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc vous voyez, le design, c'est très clairement pas terrible, plus suggestif pour mettre en avant une sexualisation et un fan service. Sur Elsa. Donc pour moi, c'est un autre problème de la sexualisation. C'est en fait quand on commence à détruire et l'œuvre et le personnage avec cette sexualisation. Mm. Donc encore une fois, il y a d'autres points où moi j'aimerais vraiment... Là, pareil, si je prends Dead or Alive, la série de jeux, Dead or Alive, elle a énormément souffert de la sexualisation. Il y a quelques temps, j'étais le premier à dire non, c'est des super jeux de combat, bon, voilà, il y a un peu de nichon, mais bon, il y avait pour les madames, hein, c'était tout des athlètes, tout pectoraux luisants, qui se battaient en slip aussi. Et j'aurais défendu ça un peu comme Stellar Blade, avec, ça a une imagerie un peu beauf, mais les jeux de combat étaient géniaux. Et Dead or Alive 2, 3 et 5 sont des super jeux de combat, des bangers absolus. Mais même là, je peux pas le défendre. Même le 4, hein, il était cool. Ouais, il était cool, il était pas extraordinaire, mais il était très très bien. Mais maintenant, je peux plus défendre. Avec les spin-offs Extreme Beach Volley, je peux plus défendre. C'est clair. Surtout que, déjà, en faisant les recherches, j'étais abasourdi. Il y en a 4, putain. Un des jeux PlayStation 4 les plus chers, c'est Extreme 3. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieux? Ouais, je te jure. Et attends, après, ils te disent, et Extreme 3, alors en fait, il y en a... Et est-ce qu'ils sont bons en termes de gameplay? Ben non, ils sont nuls. Ah, ok. Et en plus, déjà, Extreme 1 et 2 étaient nuls. Ok. Enfin, c'était pas terrible. Mais voilà. Extreme 3 et celui sur PSP, Paradise, je sais pas quoi, ils te disent wow, le but c'est surtout de prendre des photos des héroïnes. Ah bah merci les mecs. Ça assume jusqu'au bout. Ouais, voilà, maintenant c'est plus que ça. C'est un catalogue de la Redoute, quoi. Ouais, de ouf. Mais là, c'est juste. Il y a plus de 5 au paradis. Pour citer notre ami. Exactement. Et pareil, petite pique, mais là, c'est pas forcément la sexualisation, mais ça en fait aussi partie, parce que c'était beaucoup des maillots. Non mais les gars, Dead or Alive 6, il est sorti avec 1000 boules de DLC. Oui, c'était le jeu avec le plus de DLC. Ouais. Pour avoir tous les DLC, et il y en a les 3/4, c'est des maillots de bain et des strings. C'est 1000 balles. C'est des tenues. C'était 1000 balles. 1000 balles de 1000 DLC. balles à coût de 5-6 euros par-ci par-là, quoi. Donc ça fait des centaines de trucs. C'était l'instant balle perdu, mais voilà. Messieurs, 1000 balles de DLC à la sortie du jeu, c'est honteux. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont acheté. Hein. Ouais. Ça, c'est juste t'imaginer qu'il y a des gens qui ont pris tous les DLC de ça pour la tenue et tout. Ouais. C'est dingue. C'était tellement n'importe quoi. Au début, quand il est sorti, il a fait un peu un flop, Dead or Alive 6. Mm-hmm. Beaucoup de gens l'ont acheté. Moi-même, je l'ai boycotté à l'époque. Ouais. À cause de ça ou parce qu'il était nul? À cause de ça. Ouais, je l'ai boycotté à cause de ça. Il s'est pas hyper bien vendu. C'était un des plus gros pôles de rentrée d'argent de Toei. Ah ouais, c'est fou. C'est qui d'ailleurs? De Tecmo. Tecmo, ok. Koei Tecmo. Maintenant, c'est Koei Tecmo. Voilà. Un autre exemple où je trouve que, à part du sexe et de la sexualisation, il n'y a pas grand-chose, c'est la série Charmed. Où franchement, je me fais chier, je trouve ça mal écrit. C'est très mal écrit. Oh, il y a des fans, hein. Oui, il y a des fans, mais c'est très mal écrit. Mais après, c'est ce que je disais. Donc, quand j'ai découvert ça avec Marie, qui est fan de... Elle aimait beaucoup, donc voilà. Entre la saison 1 et la saison 2, je sais où il y a le budget. Dans la poitrine de Shannon Doherty. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a même des légendes qui disent qu'en gros, sur les plateaux,
ils mettaient la clim à fond pour que ça t'étonne, quoi. Ah ouais. Ouais, elles ont pas de soutif. Enfin. Ah, c'est triste. Et en vrai, le problème de Charmed, à la rigueur, moi, tu me mets une série, tu me mets des nanas jolies, bon, je te dis ok. Mais le problème, c'est que derrière, la série ne respecte pas sa propre mythologie. Épisode sur épisode, c'est incohérent. Les 3/4 du temps, c'est Freak of the Week. Ça fait chier. C'est quoi Freak of the Week, c'est tous les épisodes. Ah, c'est genre, il y a un épisode, il y a un méchant. Oui, c'est ça. Toutes les semaines, t'as c'est les Formula Show, quoi. Hein, c'est un Formula Show. Ouais, c'est ça. Okay. Tu sais, c'est comme X-Files, pendant un moment, toutes les épisodes, toutes les semaines, t'avais ta créature. Méchant. Ok. Voilà. Freak of the Week. Okay. C'est Freak of the Week. Et voilà. Et pas le fric, c'est chic. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est fric, un peu quand même. Ouais, parce que ça ressemble un peu. Ouais. Tu vois, Charmed, on retiendra quoi? Le générique. Ouais. Bon, qui est un banger. Shannon Doherty. Et qu'elles sont bonnes. Ouais. Pardon, mesdames, de le dire comme ça, mais c'est ça. Ouais, après, moi je le regardais quand quand j'étais gamin, donc j'étais un peu plus innocent qu'aujourd'hui. Ouais, mais si tu regardes maintenant, tu vois que c'est une série, et c'est pour ça aussi qu'elle est un peu tombée en désuétude. Buffy. Oui. Tu parles pas de mes sujets d'après. Mais on va parler de Buffy, bon, on va en parler tout de suite. À contrario, Buffy, Sarah Michelle Gellar, Buffy dans la série, c'était une petite blonde, vraiment avec des tenues, des nénettes fashion des années 90. C'était beaucoup de mini-jupes, elle était maquillée. Mais derrière Buffy, il y avait une ado. Ouais, mais il y avait tellement de choses à côté qui faisaient que la série, à la fin, t'oubliais que Sarah Michelle Gellar, elle portait des mini-jupes, des machins, parce que tu kiffais les personnages, parce que tu kiffais l'ambiance. Preuve en est, c'est ce que j'allais dire, Charmed, ça s'est arrêté. Ils ont essayé de faire un reboot, ils voulaient plus mettre en avant cette sexualisation. Personne n'a vu ça et tout le monde s'en fout. Et ils ont essayé de faire un peu varier le... Tu sais, c'était des cubaines ou des latinas, les meufs et tout. Tu sais, avec le côté woke des années 2020, tout ça. Tout le monde s'en fout, c'est passé à travers parce que Charmed, qu'est-ce qu'on retient ? Les héroïnes, les 4, quoi. Ouais. Après, on avait tous, quand on était au lycée, le débat, laquelle est la plus mieux, quelle est la plus belle, machin. Enfin, Alyssa Milano. Shannon Doherty. Ah, moi plutôt Alyssa Milano. Moi, c'est entre Team les deux. Alyssa. Entre les deux, mon cœur balance. Ah non, quand je entre les deux, mon cœur balance. Je trouve que, en fait, Alyssa Milano, dans les 3 premières saisons, elle est magnifique parce qu'elle fait pas bimbo, etc. En fait, elle fait sexy naturel. Ouais. Shannon Doherty, c'est la femme fatale et j'adore. Ouais. Et entre les deux, mon cœur balance. Et malheureusement, quand Shannon Doherty part, Alyssa Milano, ils ont dit vas-y, mets à fond. Ils ont mis tous les potards à fond. En fait, il n'y a plus rien de naturel. Elle a ce rouge à lèvres extrêmement pétant, elle est extrêmement maquillée, et je trouve qu'elle perd son naturel, son charme. Et voilà, mais par contre, sculpturalement parlant, Alyssa Milano, à partir de la saison 4... T'es une bombe. Oh purée, c'est quand même une bonne actrice. C'est ça. C'est quand même une bonne actrice pour Bon, vu le sujet, on était obligé de partir dans un instant beauf. Oui, alors excusez-nous s'il y a des petits dérapages beaufs, ça va arriver. On a le droit à 5 par chronique. À ce moment-là, tu fais... En fait, à chaque apparition d'Alyssa Milano, tu fais « Oh, une érection !» Enfin, les gars... Alors lui, il est parti encore plus loin, là. Mais attends... Retenez-le, hein. Retiens-le, il n'arrive plus à se retenir, à s'arrêter. Tu sais, voilà le triple décimètre. Je crois qu'on a défoncé de les instants boss. On arrête les blagues. Non, mais pour dire... Non, mais je suis d'accord. C'est que Piper, il la transforme en mère de famille, donc elle, pour le coup, n'est plus du tout sexualisée. Oui, c'est vrai. Pas trop. Oui, mais comment elle s'appelle Rose McDowell. Rose McDowell, qui est censée être très belle. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait à un poisson, mais ça, c'est personnel. Mais elle est hyper sexualisée dans cette série. Par contre, elle est hyper sexualisée. Bah, c'est elle qui a le quiproquo féfé. Quoi ? En fait, il y a un moment, elle regarde un être qui n'a pas de nombril et elle est à genoux et elle le tient par les hanches. Ah ouais ? Ah ouais, d'accord. Ouais, bah voilà, tu vois. Et donc, c'est vrai. Elle se fait surprendre par donc ça fait quiproquo, mais en fait, elle est pas du tout. Elle est en train de regarder, d'essayer de toucher, de palper pour voir. Ouais, mais t'as l'impression que. Oui, voilà. Ah, donc Féfé pour fait du logis. Voilà. Okay, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc en fait, tu regardes, tu fais, mais les gars, vous êtes sérieux ? Vous en êtes là ? Vous avez pas mieux à nous vendre ? Bah, c'est ça le problème. C'est une blague de merde là pour le coup. Là, on est dans de l'humour de merde là. En plus. C'est vraiment naze là.
En plus, mais ouais. mais oui, même si moi je la trouve pas très jolie, Rose machin. Moi je la trouve plutôt jolie et elle est hyper sexualisée. Mais elle est hyper sexualisée aussi. Et en fait, j'ai un problème. Et d'ailleurs, quand les actrices sont sur la dernière saison, quand les actrices sont en perte, on va dire, de bonne attitude, ils mettent Kaley Cuoco. Oui, c'est vrai. Ils mettent Kaley Cuoco. Du coup, voilà, moi là c'est pareil. Pour moi, une série qui, à part son héroïne, n'avait rien, c'était Xena. Xena, c'était déjà un spin-off de Hercule qui était pas génial. J'ai toujours cru que c'était Hercule qui était un spin-off de Xena. Non, c'est l'inverse. Mais voilà, Xena, c'est resté dans les mémoires pour les geeks crasseux qui kiffaient la petite nana en jupette. Mais moi, geek crasseux, je suis désolé, c'est réducteur, mais les gars. On regardait ça quand on était gamin. Moi, quand j'étais gamin, pour moi, c'était chouette. Ah ouais, mais quand t'es gamin, mais parce que mais quand t'es gamin, je veux bien. Il y avait de l'action, il y avait des histoires un peu cons, mais c'est ça se regardait facilement. Tu vois, moi j'ai compris aussi la portée un peu plus sexualisée de Xena, parce que même dans d'autres séries, genre Notre Belle Famille, ils faisaient des blagues sur le fait que Xena elle était sexy, machin. Ouais, putain, tu vois, donc déjà à l'époque, ok. C'était déjà vu comme ça. Et voilà, en réalité, même maintenant quand je parle de Xena avec des gens, les gens ils me disent ah ouais mais elle était chouette quand même Xena, et puis ouais bah ok, gardez votre elle jouait terriblement. Regarde la série et puis tu te feras ton avis. Ouais non mais voilà, la série derrière il y a rien. Donc là pour moi on a parlé un peu de sexualisation problématique. On a commencé à évoquer Stellar Blade, Buffy. Ah oui, pardon. Buffy, c'est ce que je disais. J'ai fini sur Charmed, mais Buffy après, comme il y avait tellement autre chose derrière, ça a continué. On a eu un spin-off avec Angel et on a eu les BD qui continuent l'univers. Et puis Buffy, à partir de la saison 5, elle est plus du tout sexualisée. Non, oui, mais même avant. Non, saison 5. La saison 4, c'est encore les années fac, c'est encore machin. Quand elle a encore un petit copain, Adam ou quoi, c'est ça la saison 4, c'est Adam, non ? C'est le méchant. Ouais, mais si t'as pas envie de parler de Buffy, moi on peut parler de Face. Oui. Le perso est génial parce qu'il y a autre chose, mais niveau sexualisation. Ils ont abusé par contre. En fait, le truc, c'est que le personnage est hyper intéressant comme ça. Mais parce que Faye. Mais moi j'adore Faye. Il faut aussi parler de la construction. Attends, c'est très bien de faire ça, mais il faut aussi parler de la construction de la saison 3 globalement et du personnage de Face. La saison 3, c'est une saison en reflet. Si tu regardes, tous les personnages ont leur reflet. Dans un épisode ou non. Willow est la Willow vampire. Alex qui veut être autre chose que juste un tocard. Juste le geek de service. Ouais, que juste ce geek de service et qui fait pote avec des zombies. Et donc son penchant, voilà. Ils sont tous faits en reflet. Et Buffy a son reflet en la personne de Face. Et Face, qu'est-ce qu'elle est ? Face, elle est donc le côté obscur de Buffy, ce que Buffy aurait pu être sans une amie et des familles, et comment se faire remarquer par une femme, notamment avec leur physique à toutes les deux, quand tu ne peux pas être remarqué pour ta personnalité. Oui, mais après Faith, elle est aussi intéressante. Non, mais il a dit qu'elle était intéressante. Oui, parce que elle part du côté obscur, elle revient. Au début, elle est gentille, elle se confronte à Buffy, les deux se répondent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour dire qu'on peut faire des personnages intéressants et sexualisés. Oui. Mais d'ailleurs, Face, à la fin de Buffy, elle n'est plus sexualisée. C'est vrai. Et dans Angel, non plus. Parce elle change elle-même. Ouais, c'est ça. Mais regarde, Angel, l'acteur, c'est un sex symbole. Enfin, quand il était jeune. Et la saison... Enfin, et Angel, encore une fois, banger comme de générique. Et voilà. Mais du coup, ça n'insiste pas sur le côté hot de Angel. On voit juste que c'est un gros nul. Au début, dans Buffy seulement... Après, je vais parler d'un autre perso qui pour moi. En fait, il n'y avait pas Charisma Carpenter aussi dans Angel ? Si, mais elle est pas spéciale. C'est juste la cruchotte. Et elle qui est sexualisée de ouf. Ouais, mais elle est cruche. C'est Cordelia, elle est cruchotte, elle est comme ça. Elle est pas tant sexualisée. Mais elle est moins cruche dans Angel que dans Buffy. Dans Angel, elle est vraiment. C'est un bon personnage. Et il faut savoir. C'est un bon personnage. Alors, juste, je fais une aparté. Angel. C'est que c'est un tocard et un loser, mais c'est le but de la série. En fait, la série, c'est apprendre qu'est-ce que c'est le vrai héroïsme. Et le vrai héroïsme, c'est de faire toutes ces actions, même quand tu n'as plus rien à y gagner. Parce que tu ne seras pas le héros de la légende. On sait tous que le héros, le vampire, le champion humain, c'est Spike. Et donc, en fait, par contre, ce que ça veut dire, c'est que Angel, tout ce qu'il a fait, quand il l'a fait par intérêt, et qui paumait et qui l'en prenait par la gueule, c'était parce que c'était fait par intérêt, et que quand il a commencé à ne plus faire par intérêt parce que il y avait Spike et qu'au final c'était Spike le champion,
C'est là que sort le vrai héroïsme. Et c'est là qu'il commence à gagner. J'ai oublié tout ça. C'était une parenthèse. C'était une très belle parenthèse, non, mais c'était très intéressant. Mais du coup, ce que vous m'avez dit, et je m'y attendais un peu, vous m'avez dit, oui, mais c'est pas la volonté, mais elle n'est pas tellement sexualisée, donc ton exemple, il marche pas très, 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 très bien. Encore une fois, je vous les imite super bien. À fond. Mais là, j'ai vu Kevin totalement. Le mec, il veut pas se mouiller. Mais du coup, si je vous prends un truc hyper profond avec un perso hyper sexualisé, vous allez me dire, ah, peut-être pas. Et bah, Toubi, qu'est-ce qu'on en fait de Toubi ? Donc, pour revenir, Toubi, c'est l'héroïne du jeu de 2017, Nier Automata. Elle est hyper sexualisée ? Alors, Toubi, c'est un personnage déjà, c'est un androïde, à la plastique assez parfaite, et qui se trimballe en soubrette. Avec des costumes. Le délire tellement japonais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Un peu creepy. Les mecs, les japonais. Message si vous nous écoutez. Détendez-vous, les gars, vous commencez à être. On fera une version japonaise un jour. Mais c'est déjà japonais, mais on fera une spéciale Japon. Les gars, vous êtes creepy. Non, mais nous, on parlera qu'en japonais. On fera une Tu parleras qu'en japonais, gros. On fera une chronique en japonais. Non, j'allais faire une blague tellement raciste, je vais me Alors, pour info, 2B, c'est pas un menu sushi au japonais, c'est le nom de l'héroïne, Toubi. Toubi, donc, elle est en soubrette. Il y a même, pour dire à quel point elle est sexualisée, il y a moyen de la mettre en body string. Ah oui, d'accord. Il y a un trophée pour aller regarder sous sa jupe. Ah oui, d'accord. Quand je vous dis que les Japonais, c'est des petits pervers un peu creepy, donc là, vous pouvez pas me dire que Toubi, elle est pas hyper sexualisée. Elle est en talons hauts. Elle est au même stade. Après, il y a quand même le délire dans Nier Automata, mais qui est aussi dans Stellar Blade. Et qui fait déjà très sexualisé. Ce sont des androïdes. Ça, je suis d'accord. Oui. En fait, si on prend, de mon avis, si on prend la cohérence ludonarrative, c'est des androïdes. C'est justifié qu'elles soient plastiquement parfaite. Oui, bah ça, oui. Mais bon, sûr. Après, tu peux être plastiquement parfaite et pas habillée comme une football. Voilà, elle devrait être en armure. Enfin, d'ailleurs, elle a un costume. À un moment, elle est genre en armure intégrale et tu te dis oui, c'est plus cohérent. Bon. Bah après, en armure, oui et non, parce que c'est une androïde techniquement, elle est déjà solide, tu vois. Non, mais être habillé normalement, c'est bon. Voilà, habillé normalement, voilà. Armure, pas forcément, mais au moins des vêtements, quoi. Oui, voilà. Mais bon. Il s'est justifié dans le scénario sa tenue ? Absolument pas. D'accord. Même Yoko Taro l'a dit, j'aime bien sexualiser les... Ok, c'est tout. Okay. Même lui, il l'a dit. Oui, mais après, les Japonais, c'est un autre délire. Oui, voilà. Mais du coup, à côté, même vous, quelque part, vous aviez un peu oublié qu'elle était hyper sexualisée, Toubi, parce que je pense que Nier Automata, quand je vous en parle, vous voyez tout ce que c'est. Bien sûr. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Et Nier Automata, c'est un conte philosophique qui va nous parler du nihilisme, de l'existentialisme, de la communication, de l'empathie, qui a des sujets vraiment profonds, et tellement profonds que même le fait que Toubi soit sexualisé, tout le monde s'en fout. Oui. En fait, tout le monde a oublié et a retenu Nier pour ses OST, qui sont magnifiques. Pour ce thème, mais parce que... Son gameplay qui c'est ce qu'on disait sur les comédies françaises. Là, la sexualisation est brodée sur l'histoire. C'est pas l'histoire c'est pas la sexualisation qui la brode, c'est elle qui est brodée dessus. Même pas, c'est juste un bonus, quoi. Ouais, c'est un bonus, de ouf. C'est un bonus, mais parce qu'il n'y a pas de sexualisation dans le scénario au final. Ça me fait penser, tu vois, ce qu'on disait donc la semaine dernière sur les comédies. En fait, là et sur les comédies. La semaine dernière, t'as compris. Et c'est pareil pour Buffy. Ouais. C'est qu'en fait, Buffy, elle est sexy parce qu'elle est Buffy, mais c'est pas ça qui écrit Buffy. Ouais, de ouf. Non, mais après, je suis d'accord, mais pour moi, c'est des cas où, en fait, on n'en a rien à faire. Elle est sexy, c'est ok, mais l'œuvre derrière est tellement géniale parce que c'est plus de 90 sur Metacritic. Ouais, il est très bien noté. Nier Automata. Ouais. C'est des OST de ouf, ça a inspiré encore plein de jeux. Maintenant, on le voit, les inspirations de Nier Automata. On parlait de Stellar Blade, c'est clairement inspiré de Nier Automata. Tu prends Clair Obscur, il s'est inspiré de Nier Automata. Donc le jeu en lui-même, et personne est venu, plus personne ne parle de la sexualisation de Toubi ou de quoi. Donc en fait, là pour moi la sexualisation c'est pourquoi pas, mais derrière il faut quelque chose en fait. Bah, Stellar Blade, c'était un peu plus abusé, je trouve, la sexualisation du personnage dans ses mouvements. Ouais, chacun ne sait pas, elle est un peu trop exagérée sur les mouvements de hanches et tout. Ouais, mais tu vois, par exemple, je trouve que dans sa démarche,
Elle chaloupe moins la démarche que To Be. Ah ouais? Ouais, en vrai, ouais. Ah ouais, ok. Mais Stellar Blade, parce que j'ai pas le souvenir de truc, ouais. Bah déjà, il y a tout le délire sur la tenue. Ouais. Et Stellar Blade est arrivé quand même 7 ans après Nier Automata. Donc les mœurs avaient un peu bougé. Oui, c'est vrai. Je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler. Non, on peut en parler plus tard. Non, mais c'est pas grave. Mais par exemple, on commençait à avoir des héroïnes comme Abby ou Aloy. Oui, d'accord. Une fois que Stellar Blade était sorti, où justement, elles n'étaient pas sexualisées. Même avant. Abby et Aloy, c'est avant Stellar Blade. Oui, c'est ce que je te dis. D'accord. Donc on avait Abby, eu entre... Abby, c'était avant? Oui, c'est Last of Us 2. Et Last of Us 2, c'est avant Stellar Blade? C'est de la PS4. Alors que Stellar Blade, c'est de la PS5. Oui, c'est pas faux. Donc voilà. Et donc les gens commençaient à plus vouloir ça. Il y a aussi toute l'imagerie woke qui a commencé à monter dans les œuvres, qui fait qu'on acceptait beaucoup moins ça. Aussi, qui a fait que je pense que Stellar Blade est arrivé dans un moment où on avait plus tendance à directement fustiger. Et en vrai, le jeu est pas mauvais, mais comme il a, je pense aussi, pas la portée de Nier Automata, et ben, t'as plus tendance à t'arrêter dessus. Oui, c'est vrai. Après, un autre exemple qui est assez intéressant, parce qu'on parlait des mouvements, des poses qu'on fait. Un autre personnage que je trouve très intéressant dans la sexualisation, c'est Bayonetta. Oui. Bayonetta, pour rappel, c'est un beat'em up sorti, j'ai pas l'année. C'est sur PS3. C'est sur PS3, tout à fait. C'est pas 2008 Ouais, ça doit être ça, mais je suis pas certain non plus, quoi. Bayonetta, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc le personnage de Bayonetta, c'est une sorcière hyper sexualisée. Elle est en tenue moulante. Alors, en plus, c'est ses cheveux et elle se bat avec cette tenue. Donc, il y a des fois quand on va faire des techniques, elle va perdre cette tenue et elle va être quasiment à walper. C'est un des meilleurs beat'em up que j'ai joué pour moi avant le retour de DMC, donc le remake de Devil May Cry. Petit instant, DMC, c'est une tuerie. On parlait des jeux qui ont été injustement boudés quand on parlait de Metal Gear Solid 2 parce qu'on a un peu changé le personnage ou quoi. DMC, c'est parfait, c'est une dinguerie absolue et les gens n'ont pas aimé parce que c'était pas le même Dante. Et bah allez, voilà, vous êtes des cons. Ceux qui n'aiment pas ça. Crotte de nez terminé. Crotte de nez terminé, où pour moi c'était le meilleur beat'em up jusqu'à l'arrivée donc de DMC et Devil May Cry 5. Si je devais décrire Bayonetta, c'est on prend les potards et on met tout au max. C'est la secrétaire d'un film de cul. C'est la secrétaire d'un film de cul, mais justement les lunettes, la sucette, le petit grain de beauté. Le petit grain de beauté, enfin vraiment mais c'est ça qui est marrant, c'est vraiment la secrétaire du film porno bas de plafond, de bas étage. Ouais, de Gif, viens nous en parler. Fais des bisous, gros, force à toi. Et donc c'est ce que je disais. Par contre, comme tout est poussé au max, quand tu joues au jeu, même ça, t'es censé le comprendre. Quand elle fait des poses hyper sexy, machin, bah, tu comprends qu'ils se foutent de la gueule des beat'em up, qui sont des jeux où t'as toujours des mecs hyper musculeux, c'est du Kratos, c'est Axel, c'est Dante. C'est encore plus important que Dante. On se souvient du Dante de Devil May Cry 3, torse nu, tout pectoraux avec son manteau, son trench coat et tout. Enfin, hyper virilisé, et en plus c'est Hideki Kamiya, c'est le même gars qui a fait Bayonetta et Devil May Cry, donc il connaissait tous les codes. Et très clairement, c'est pour te pousser à te dire ah oui, d'accord, ouais, la sexualisation des personnages, c'est un peu exagéré, c'est un peu abusé. C'est aussi le côté satirique de Bayonetta pour te faire réfléchir là-dessus. Donc là, on a vu pour les femmes, mais on va passer un peu aux messieurs quand même, mais des moments où la sexualisation c'est bien, la sexualisation c'est pas bien. Mais qu'en est-il des messieurs ? Est-ce que sexualisation des personnages, il y a chez les messieurs ? Parce que quand on en parlait, c'était important de le savoir. Tu viens de parler de Dante dans Devil May Cry 3. Alors Dante, je suis pas sûr qu'il soit hyper sexualisé. Il est virilisé, c'est très masculiniste. Il y a quand même une intro où il est à poil, quoi. C'est vrai qu'il y a une intro où il est à poil. God of War, un peu. Ah bah j'avais parlé de Kratos, justement. Les premiers, ouais. Après, il y a aussi ça. Aujourd'hui, la sexualisation, elle est faite par des hommes pour des hommes. Et le problème de la sexualisation des hommes, c'est qu'on tombe souvent dans le virilisme. Alors, c'est exactement ça. Donc, à la base, je voulais parler quand même de la sexualisation de personnages, parce que les mœurs faisant... On va revenir sur Kratos, parce que je voulais en parler, et c'est très, très bien comme ça.
parce que du coup, on est sur la même voie. Mais déjà, pour moi, il y a une vraie sexualisation des personnages. Déjà, tu prends, parce que on me l'avait beaucoup cité, tu prends Tyler Lautner dans Twilight. Oh, le minet par excellence. Le minet par excellence, qui passe sa vie torse nu, tout pectoraux sortis, le mec, il est de plus en plus musclé en fonction du film. Là. Voilà, le message c'est oui, mesdames, vous n'êtes pas tous Casmi dans Dead or Alive, mais on n'est pas tous Jacob. Enfin, moi, si, mais... Il te manque le bronzage. Alors, pour ceux qui ont enfin regardé 4 quarts son plein d'avenir, moi, je suis plutôt Arnaud, hein. 19 ans de sumo, ça calme. Hein. Non, mais c'est pareil. Blague à part, le mec, pareil, Chris Hemsworth qui campe Thor. Oui. Alors oui, Thor, c'est une montagne de muscles, mais c'est plus le gros viking qui va plutôt que le modèle de pub pour parfum. Ouais. Et pareil, Chris Hemsworth, tous les films, il doit enlever son t-shirt. Ouais, mais il est carrément à poil dans le Love and Thunder. Il est carrément à poil dans Love and Thunder. Et ils le disent beaucoup, qu'il est beau comme un dieu et tout. Et tout. Oui, voilà. Alors que Thor, c'est plutôt le gros viking badass, normalement. Ouais, il est toujours habillé et puis il met des grosses droites. Hein. Comme dans Endgame, quoi. Ah non, même... Le gros viking badass. Alors, en termes de carrure... Là, il est plus proche d'un Kratos, hein, en vrai. Je l'ai pris littéralement. Non, tu sais, dans Endgame, quand il est bedonnant de ouf. Non, mais en termes de carrure... Chris Hemsworth, tout le monde dit ouais, on a abusé pour Love and Thunder, je suis trop musclé. C'est ça, hein, la carrure de Thor, minimum. Ouais, mais pareil, Thor maintenant, il a une grosse barbe, il a les cheveux longs, enfin. C'est vraiment dans le gros viking. Non, il a plus de barbe, ça y est. Mais mais pendant un moment, enfin, t'es vraiment sur Thor, le viking, pas le petit minet de pub pour parfum. Pareil. Même si Chris Hemsworth campe très bien Thor, attention. Madame, et quand je dis madame, c'est madame à moi. Ta dame. Oui, voilà, ma chérie. C'est sa dame. Non, mais c'est ma chérie. Madame à moi. Ouais, ta dame. On va parler de Gérald de Rive. Parce que Gérald Henry Cavill de Rive. Tu sais, j'ai des trucs à dire là-dessus. Ah bah dis. J'y pensais la dernière fois. Hein. Et en vrai, c'est pas du tout Gérald de Rive. Ben non, Gérald, il est pas comme ça. Pas du tout. Et déjà, il est pas aussi musclé. Et il est pas beau. Il est pas beau. Il est pas beau. Merde, il est pas beau. Il est pas beau, Gérald de Rive. Non. Mais normalement, il est déformé par la magie et son visage et tout. Il est blanc, il est pâle. Il a un nez crochu, il a des yeux jaunes dégueulasses. Ils sont censés être déformés à cause de la formation des sorceleurs, quoi. Des plantes, à cause de voilà. De tout ce qu'ils font. Il a pris un sacré glow-up, le Gérald de Rive. Oui, mais même avec le frère de Chris Hemsworth. Même avec le jeu The Witcher 3. Oui, voilà. Déjà. C'est ça, c'est exactement ça. Le 2, je crois que c'est à partir du 2 où il a vraiment cette gueule de BG. Oui. Alors que dans le 1, il a une gueule un peu cassée qui correspond plus à voilà. ce que c'est censé être. Donc voilà, encore une fois, et ça fait vendre. Et puis sur Henry Cavill, j'adore ce film, attention, hein, et je sais que toi aussi Arnaud, mais sois honnête, Batman vs Superman, quand Henry Cavill il rejoint Lois Lane dans la baignoire, c'est gratuit. Bah ouais. Non mais c'est ça marche, et je suis désolé. Il y en a qui vont pas aimer, mais mesdames, la sexualisation. Si nous on avait Charmed, bon, on va parler du ce que les gens ont considéré comme Charmed pour garçons, mais on regardait Charmed pour se rincer les yeux. Pourquoi vous regardiez Grey's Anatomy, mesdames ? C'est bien pour Dr Mamour et Dr Glamour. Ou Melrose Place. Ou toutes ces conneries. Et tout ça. Bien sûr. Donc il y a bien un aspect sexualisation. Kevin, tu parlais donc de Kratos, c'est très intéressant, puisque je vais y venir, mais on a vu, alors je vais commencer par Kratos, hein, parce que Kratos, pour rappel, c'est God of War en 2005, God of War 2 en 2007, et God of War 3 en 2010, suivi de God of War en 2018 et God of War Ragnarok en 2020, si je ne me trompe pas. On exite les jeux PSP. Oui, j'enlève Ghost of Sparta, forcément. Il y en a deux, et je parlerai aussi de Chris, qui a eu un peu le même traitement, Chris Redfield, mais c'est 2009. Donc Kratos, pour rappel, pour resituer, God of War en 2005, Kratos est un Spartiate qui fait un pacte avec Arès pour repousser l'ennemi, mais c'est Arès après qui viendra prendre ses enfants. Non, c'est Kratos manipulé qui viendra tuer ses enfants, son enfant, sa femme et détruire sa ville. Ouais, et qui détruit après, tout son village. C'est ça, qui criera vengeance très très énervé en allant faire la bagarre à l'ensemble du panthéon grec. Et qui porte sur lui les cendres de ses morts. Exactement. Ouais. Là, les cendres de tes morts. Les cendres de ses morts. C'est un gitan, le mec. C'est un gitan. Et c'est pour ça qu'il est tout blanc. C'est ça. Voilà.
Mais, et après, on parlera un peu de son traitement qui change un peu sur 2018. Mais Kratos, qu'est-ce qu'on voulait en dire avec Kratos ? Kratos, c'est quand même une baraque à frites. Hein. C'est super musclé, c'est tout pectoraux sortis, c'est hyper viril. C'est le mal absolu. Exactement, c'est le mal absolu. Parce que même, on te le fait comprendre, Kratos, il sait très très bien satisfaire les dames. Hein. Oui, voilà. Il y a des phases de jeu dessus. C'est ça. Et quand je vous dis... Ouais, voilà. Et pareil, quand il fait la bagarre, Kratos, quand on vous dit il fait la bagarre, Kratos, il fait la bagarre énervé. Il fait la bagarre. Il fait la grosse bagarre. C'est la colère. Même ouvrir un coffre, il hurle, il crie, il l'arrache. C'est pas Link, hein, les gars. Et donc voilà, là, on est dans ce que disait Kevin, l'hyper-sexualisation de l'homme, l'hyper-masculinité. L'hyper-virilité. Un autre exemple édifiant, c'est Chris Redfield, donc le héros de Resident Evil. Ouais. Qui, en 2000, à la fin de Code Veronica, est un mec assez banal. Il est costaud, mais sans plus. C'est un soldat, quoi. Ouais, voilà. Ouais, même pas. C'est un mec de l'infanterie, quoi. C'est pas non plus super soldat. Hein. Non, c'est pas super soldat. Mais voilà, un peu lambda, certains diront. Bon. Et 9 ans après, parce que entre-temps, tiens d'ailleurs, petite parenthèse, on fait un crochet par Resident Evil 4. Resident Evil 4 qui est sorti en 2005. Avec... Banger absolu. Léon, banger absolu. Mais on va parler de notre père Vanchard préféré à la mèche. Parce que quand même, niveau hyper masculinisme, super sexualisé, enfin Léon, il est pas mal. À part Jill, tout le monde veut lui sauter dessus. Toutes les nanas qui croisent, Claire, Ada, Ashley, tout le monde veut lui sauter dessus. Quoi. Elena, tout le monde. Et pas que les femmes dans le jeu. Les Ashley femmes aussi, dans la vraie vie aussi. Oui, voilà, et les femmes dans la vraie vie. Je m'en souvenais plus, Ashley. Si, je pense que si. Si. C'est, dans le remake, en tout cas, c'est largement suggéré qu'elle voulait bien. Hein. Ouais. Voilà. Après, elle est fascinée par son sauveur et tout. Enfin, il y a d'autres. Oui, mais mais parce qu'il est BG aussi. Enfin, moi, je me souviens dans Resident Evil 2 Remake, t'as des zombies partout, t'as le commissariat qui crame, et t'as Claire et Léon qui sont en train de flirter, de se draguer. Vous voulez pas attendre 5 minutes ? À travers le grillage ? Oui, c'est vrai. Vous voulez pas attendre 5 minutes ? Toi, t'as les ovaires en feu ou quoi ? Il y en a un qui va mourir si vous continuez. C'est ça, bref. Et toi, pareil. Bon, Léon, arrête de penser avec ta bite. On sait que chez un homme, le cerveau et la bite peuvent pas être irrigués en même temps, mais voilà, toi, range tes ovaires en feu, là, et continuez. Putain, sauvez votre peau, vous baiserez après. Merde. Bon, revenons sur Chris en 2009, qui a eu un traitement qu'on réserve aux héros, justement, en 2010. Le mec a poussé de ouf à la salle. Hein. Il a pris des cuisses dans les bras. Ah ouais. Mais à tel point que dans Marvel vs Capcom, il l'oppose à Hulk. Ouais, voilà, c'est le mec qui se bat contre Hulk. Non mais sérieusement, le mec, comme dirait l'autre, il est énorme et sec. Et quand je dis énorme... Il est énorme, il a des bras, c'est des troncs, quoi. Ouais, il est viril, il a une voix de daron. Il a la mâchoire carrée. La mâchoire carrée, il est tellement viriliste. Quand on vous parle de virilisme, de masculinité, le mec a un rocher. Il fait pas le tour, il boxe le rocher. Ouais, c'est vrai. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. Donc là-dessus, on voit que on a une hypersexualisation des héros masculins. On peut parler de Nathan Drake aussi, qui était le 100% de Lara Croft. Ah oui. 100%. Et il est méga BG et tout. Exactement, il est méga BG, il est beau. Il est séducteur. Il est séducteur. Je pourrais vous parler aussi pareil de ma série du moment, donc Supernatural. Supernatural, ça a débuté en 2025 et c'est 15 saisons où on suit 2 frères chasseurs de démons, avec des anges, des démons. C'est super bien. Un peu long, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. Sauf que voilà. Format de l'époque, quoi. Ouais, c'est des beaux gosses. D'accord. Ils sont considérés comme des beaux gosses. Oui. Voilà. Et... Belle intervention. Ouais. Et c'est surtout... Même, alors, ok, t'as le personnage de Dean qui est censé être un peu le charmeur, le beau gosse. Donc lui, ok. Mais Sam, qui est censé être un peu le gendre idéal, c'est un truc d'1m90, athlète, tout pectoraux, machin. Il y a même une scène où la nana, elle est en train de le palper. Il lui fait, vous pouvez arrêter. Elle lui fait, non. Ils sont sexualisés à mort. C'est qui ce personnage, Sam ? C'est un des deux ? C'est le deuxième frère, Sam. Okay, c'est le grand. Alors, enfin, le grand. Parce qu'en fait, t'as... Hein ? Le grand en taille. Ouais, mais t'as un petit, un grand, et le petit, donc c'est... Le petit, c'est le grand, quoi. C'est Dean, c'est le plus vieux des frères. Mais t'as vraiment... C'est comme nous, en ouais. fait. Ouais, voilà, mais sauf que... C'est comme les frères Elric. Ouais, c'est ça. Bah non, parce que justement, Edouard Elric, il est vraiment petit. Oui. L'acteur qui joue Dean, il fait 1m90, c'est l'autre qui est super grand, Ah ouais, qui joue qu'avec des acteurs... Enfin, okay, il fait 1m86.
Et du coup, bref. Ok. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je parlais de charme et beaucoup de gens ont au début qualifié de supernatural de charme pour les mecs. Ok. Avec ce côté personnage masculin sexy, machin. Et quand t'en parles, à un moment, t'en as toujours un qui dit waouh, Dean il est trop sexy, machin, bidule. Mais il y a plein d'autres choses à côté. Ouais. Donc, il y a une bonne série derrière, quoi. C'est ça, c'est toujours pareil. Et on arrive un peu à ma question. Donc du coup, chez les hommes, et j'ai fait ce crochet sur la sexualisation des hommes, aussi pour filer l'exemple et l'idée qui vient après. Pour moi, en fait, tout ça, ça a trait, on l'a un peu dit, à la vision de l'héroïsme. T'en parlais justement, tout de suite, la masculinité, la virilité, ça fait le héros. Tu prends les héros grecs, en vrai, c'était des mecs super musclés, super forts. C'était des athlètes, quoi. Alors, non. Dans la pop culture, oui, et dans la culture moderne, oui. Mais tu regardes leur statut, ils sont musclés, certes, ils restent quand même potelés. Hein. Il y a quand même des poignées d'amour. Tu veux qu'on reparle des statues grecques? Bon, à part qu'ils ont une petite bite, ils sont tous. Oui, mais regarde, il y a du poignet d'amour hein, quand même. Oui, mais c'est pas. Non, mais en fait, oui, ils sont musclés, mais ils sont pas. C'est pas Schwarzenegger dans. Oui, mais non, bien sûr. En même temps, à l'époque, ils faisaient pas des sèches. Tu vois, c'était pas aussi calculé les calories et tout, donc c'était pas la même physique, mais c'était quand même des gens qui étaient au-dessus de la moyenne. Voilà, moi c'est surtout... pas le péon de base, quoi. C'est ça, c'est pas le péon de base, et je pense que là où on commence à trouver une réponse, c'est aussi dans. Quand je reviens à Stellar Blade, quand le réalisateur dit moi je préfère jouer une bonasse Calédron, une belle Calédron, je pense que dans l'héroïsme, quand tu incarnes un perso, tu t'incarneras plus facilement dans un parangon. Ouais. C'est-à-dire quand tu joues un héros, quand tu suis un héros, tu as envie de suivre un mec valeureux. On en parlait la semaine dernière avec les personnages qui sont pas valeureux et qui se transforment pour les comédies. Je pense que c'est un peu pareil. Moi, tu me donnes, tu me mets un jeu, j'ai pas envie de suivre Christian Clavier, le petit bourgeois dégueulasse, un peu lâche, mais j'ai envie de suivre Alban Lenoir, qui est, pour prendre des acteurs français, qui est grand, qui est musclé, qui est baraque, qui a une belle barre de daron, enfin voilà. Et je pense que c'est très facile en fait de le comprendre, le principe. C'est pour ça que j'ai parlé des hommes. Mais en fait, la qualité d'un héros, elle passe aussi par le physique en fin de compte. C'est l'effet de halo, quoi. C'est un biais cognitif. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est là où je voulais un peu en venir. C'est pour ça que j'ai fait ce détour par les hommes, c'est que le principe est facile à comprendre. Et je pense pour les personnages féminins, c'est aussi pareil. Quitte à jouer un personnage féminin, pour ton effet de halo, pour ce côté parangon, ce côté héroïsme, tu préfères qu'elle soit jolie et t'as pas envie de dire mais quel aileron. Elle était comme ça. Elle était comme ça étant jeune. Ouais. Vous êtes bien bonne. Merci la gueule. Tu es aileron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif. On va pas faire le film visiteur. Non, on se calme. Mais pour moi, ça paraît logique qu'un héros, par exemple, je prends Nathan Drake. Tu vois que c'est un mec qui se balade partout dans le monde, il tire sur des gens, il se bagarre, il court et tout. C'est normal qu'il soit athlétique. Ouais, bien sûr. Et quand t'es athlétique, généralement, t'es plutôt beau, tu vois. Ouais, mais regarde. Ton visage n'a rien à voir avec ton corps. Bien sûr, mais ce que je veux dire, ça dégage quelque chose. Oui, ça dégage quelque chose. Bien sûr, ils ont sculpté un visage parfait. Mais quand t'es athlétique, quand t'es un héros qui court partout, c'est normal que tu sois athlétique. Donc c'est pas déconnant, tu vois. Kratos qui soit méga musclé, c'est un soldat Sparte, quoi. Et les Spartes, ils sont pas bedonnants. Ouais, mais regarde, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Abby, par exemple, parce qu'elle était trop musclée. Alors que c'est logique. C'est assez logique. Ah ouais, c'était une militaire et à tout. À contrario, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec Aloy. Aloy, dans le 1, ça va, et elle prend 10 kilos dans le 2. Elle court, elle escalade de partout. Ça, c'est impossible qu'elle prenne 10 kilos. C'est pas tout à fait normal. Ou alors, c'est que du muscle, quoi. Parce qu'elle a vraiment... Mais non, parce que là, même le muscle, il faudrait faire de la musculation pour prendre autant de muscles, genre. Alors qu'elle fait pas de musculation. Voilà, c'est ça. Mais sans parler forcément de sexualisation, que ton personnage, même féminin, il soit beau, bien portant et tout, dans ton aspect du héros, c'est important. Et après, alors là, c'est vraiment mon idée. On peut en débattre, on est là pour ça. Mais pour moi, il y a aussi l'aspect de chara design. Je pense que dans un chara design, avant d'entendre le personnage parler et de prendre une histoire qui prend 30 ou plus d'heures, ou dans un film, si tu veux tout de suite dire au spectateur, ce personnage, il est très féminin, machin, je pense que dans ton chara design, si tu le sexualises, ton personnage, tout de suite, inconsciemment, les gens vont
ressentir Ça va une s'intégrer, certaine quoi. féminité, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que sur beaucoup de chara design, le plus simple pour donner de la féminité, c'est de le faire assez sexy, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est assez important. On parlait de Street of Rage, je trouve que l'exemple est assez bon parce que ouais, alors ça va faire vieux, hein, mais tu prends Axel Adam, ils sont tout musculeux, machin, parce qu'ils sont virils, ils sont combatifs. Et Blaze, elle est assez sexuelle, elle est mini-jupe, crop top, machin, parce qu'elle doit être féminine. Parce qu'elle fait de la lambada. Oui, parce qu'elle fait de la lambada. Parce qu'elle fait de la lambada. Et donc, je pense qu'il y a ça. Il y a le côté parangon du héros, plus le côté chara design pour transmettre de la féminité qui fait que des fois, des héros, des héroïnes vont être sexualisées. Ouais. Tu vois, typiquement, on en parlait par exemple, Tifa, dans FF7, le premier du nom, elle se bagarre avec les poings. En gros, elle a un t-shirt blanc, un short noir. Si t'abuses pas à un moment sa poitrine, je pense que tout le monde ne verrait pas le côté très féminin, sexuel de Tifa, parce qu'elle fait homme à part ses cheveux longs. Donc je pense que c'est aussi... elle a une petite jupe sur le short, quoi. Mais un moyen facile de transmettre la féminité. Surtout avec peu de pixels. J'en place une. Et là, c'est pas une crotte de nez. Non, c'est l'inverse, justement. Un super travail pour Resident Evil 3 Remake, où Jill, elle est désexualisée. Elle est désexualisée. Alors, elle reste très jolie. Elle reste très belle, ouais. J'adore Jill. Hein, si on devait classer des persos, Jill, elle serait très très haut. Moi, je préfère largement Jill. Mais du coup, après, elle est en jean et en boots. Et même quand les fans se sont plaints qu'elle n'était plus dans sa tenue de Resident Evil 3, donc pour rappel, Resident Evil 3, elle était en bustier et mini-jupe, Jill. Oui. Et ben les développeurs ont répondu, bah ouais, mais elle combat des zombies. C'est militaire, c'est un super flic. Et là, elle va courir dans les égouts, dans les machins. C'est évident qu'elle allait pas se trimballer en mini-jupe dans un monde qui part en couille avec des zombies partout. Et je suis d'accord. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Surtout un monde où la moindre griffure, elle te transforme en zombie. Oui, voilà, tu t'habilles, quoi. C'est ça. Et là, déjà, il y a le public. Je pense qu'il y a la réception. Je suis désolé, il y a une partie, et on en fait partie, des geeks, des gamers. Les mecs, vous aidez pas la cause, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, tous les modes de Resident Evil 3, Resident Evil 2 ou machin pour voir les héroïnes à poil, machin. Les gars, c'est les plus gros buts contre notre camp. Enfin, on essaie justement de casser cette image des geeks un peu creepy qui... Bon, j'aime pas le thème de geek parce que c'est hyper réducteur. Bien sûr. Mais des fans de jeux vidéo qui sont des losers dans leur chambre à se taper... Regardent que des meufs et tout. Ouais, c'est ça, les gars. Voilà. Et après, à côté, pour les gens qui crient, je terminerai là-dessus, sur la sexualisation. Mais en vrai, on s'en fiche. Que le perso soit sexualisé, si ça raconte déjà quelque chose sur le personnage, comme Tifa, bah c'est cool. C'est cool. Ouais, grave. Tifa, ça le met en reflet avec le côté un peu... justement, un peu sans forme et un peu plus juvénile, innocent d'Aeris. Oui. Tifa, ça le met aussi en exergue parce que... c'est un combattant, Tifa. Voilà, c'est un garçon manqué. C'est un garçon manqué, mais du coup, pour transférer aussi sa féminité, parce que Tifa, c'est un garçon manqué, c'est... elle tient un bar dans un truc cyberpunk, dans une ville de... Ou dans une ville, il y a plein de gars. Voilà, plein de gars. Donc, et c'est elle qui les fout dehors, quoi. Voilà, c'est elle qui les fout dehors. Et à côté, par contre, Tifa, elle est très féminine dans sa façon d'être. Elle est toujours... Comment elle parle. Elle veut pas faire du mal, donc elle préfère se taire par rapport à... Elle sait que Cloud raconte de la merde, hein. Oui, c'est vrai. Et elle est douce, Tifa. En fin de compte, même si elle met des patates de chalutier, elle est très douce, Tifa. Des patates de chalutier. Des patates dans des chalutiers. Aussi. Mais... Voilà, c'est sûr que Cloud, il est peut-être androgyne, mais bon, il a des bras de sa com, il soulève une épée énorme et sa meilleure amie. Enfin, il soulève tout, Cloud. je le trouve très fin, Cloud. Mais il est assez androgyne. Ses bras sont pas si gros que ça. Tu vois, ils sont très marqués. Ils sont très masqués. Ouais, ils sont très musclés. Oui, ils sont marqués. Ils sont fins, quoi. Oui, mais ils restent très fins parce qu'ils restent androgynes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les canons japonais, en fait. Ça, c'est les canons japonais parce que les canons. Pareil pour Link et tout. C'est ça. Ouais, à côté, t'as Guts. Lui aussi, il a une épée énorme, mais il est sacrément couillu, Guts. C'est des faibles, quoi, les mecs. Comme Noctis, tu vois. Oui, mais c'est le côté parangon, c'est ce qu'on disait. Bien sûr. Et donc voilà, ce que je voulais, c'est que oui, quand c'est des Door Live Extreme Beach Volley,
gueuler sur le jeu, gueuler sur la sexualisation. Ça n'a aucun intérêt. C'est normal. Ça n'a aucun intérêt. Le jeu n'a aucun intérêt et c'est de la merde. Ouais. En revanche, gueuler sur Stellar Blade. pas forcément Stellar Blade, mais quand il y a un personnage sexualisé, quelle est l'œuvre derrière? Qu'est-ce que ça raconte? Pour Tifa, Stellar Blade même, tu prends Stellar Blade, c'est un androïde, et dans le canon du jeu, en gros, c'est comme des anges pour la population parce qu'elles descendent de... c'est normal qu'elles soient... même le gars, il y a un gars qui... Oui, même lui, il est super beau. Il est BG de ouf aussi. Mais ça, déjà après, aussi, il y a l'aspect culturel. Les Coréens ou les Japonais, ils en ont rien à faire que leur... Au contraire, eux, c'est tout à fait normal que leur personnage soit hyper beau, hyper sexualisé. Enfin, tous les personnages, tout le monde est beau en Corée. En Corée, la chirurgie esthétique, c'est un truc mode, de fou. Ouais, c'est ça, mais même tu regardes de la K-pop. Alors putain, j'ai regardé un peu de la K-pop depuis sur mon portable, j'ai que des trucs de K-pop, ça m'insupporte. Bref. Je peux pas blairer ça, perso. Mais... moi, je peux pas blairer ça. Mais... Oui, mais c'est pas... Moi aussi, je peux pas blairer ça. Mais on voit dans la culture comment c'est représenté. La beauté, bien sûr. Donc voilà, la sexualisation, c'est pas si grave quand derrière, c'est pas le propos initial et il y a quelque chose. Derrière, il y a une œuvre qui fait que, in fine, tu t'en ficheras de cette sexualisation puisque tu retiendras l'œuvre plutôt que le personnage. Et je pense qu'on a tous des œuvres où il y a un personnage très sexualisé ou un personnage très... Et en fin de compte, on a presque oublié ça pour laisser place à l'œuvre, en fait. Ouais, Silent Hill 2. Qu'est-ce qu'il y a dans Silent Hill 2 Maria. Mais Maria, justement, c'est le principe qu'elle soit sexualisée. Oui. C'est parfait. C'est ça. Silent Hill 2. Jouer à Silent Hill 2. Jouer à Silent Hill 2. Jouer à Parasite. Et si on a déjà joué, on fait comment? Là, tu rejoues. Oh, j'ai pas envie d'acheter le remake, moi. Voilà, donc c'était ma petite vision sur un sujet de fond qui m'avait paru pertinent. J'espère que ça vous aura plu. Merci de votre participation et de vos échanges. Très intéressant. Merci. Et puis, nous tous, vous pourrez nous écouter le mois prochain. On reviendra avec, pareil, jeux vidéo, films et un dossier. Voilà. On va essayer d'être raccord sur du Halloween. Normalement, si vous avez écouté notre premier... Viens, on en parle. Vous savez quels sont les films et les jeux dont on va parler. Et le dossier, on ne sait pas encore. Et le dossier, on ne sait pas encore, en revanche. Ah, ça sent la tier list. Hein. Ça sent la tier list. Bon, en tout cas, passez une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que on va se réarranger pour relancer pour publier. Ouais, parce que je crois qu'en fait, si on fait... jeux vidéo, films et dossiers, ça fait 1, 2, 3 semaines. Il y aura une semaine à vide et après ça repart sur 3 semaines. Ouais, ça me semble bien. Donc ça fait 2 semaines, voilà. Donc dans 2 semaines, tout le monde. On reprend. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao les gens.